Bonjour et bienvenue au 4e épisode de la série Le programme éducatif concrètement qui s'intitule Les saines habitudes de vie en bref. Ce balado est produit par le CPE Jolicoeur, c'est le 4e d'une série de 5. En avez-vous écouté d'autres? Oui, non, peut-être. Pour commencer, je vous fais une mise en contexte. J'ai su dernièrement qu'il existait un programme éducatif dans les services de garde reconnus au Québec. Le document de référence s'appelle « Accueillir la petite enfance ». Ça a été fait par le ministère de la Famille. Je suis allé yeuter. Mon constat, on est très, très loin du gardiennage. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare nos enfants pour l'école et la vie. Et ça, dès qu'ils mettent le gros orteil dans un service de garde reconnu. Mais j'ai aussi constaté, en lisant le programme, que c'était important d'en parler pour le démystifier, le vulgariser. Le sujet est intéressant, tellement que le CPE Jolicoeur a décidé d'innover et d'en faire des balados. Sont vraiment hot, le CPE Jolicoeur. Avant de commencer, je me présente Marc-Auger Gosselin, heureux papa de 2 enfants, Agathe 6 ans et Marius 2 ans. Vous le savez comment je le surnomme, Monsieur Terreur. Là, on va dire éducatrice, on va dire intervenante en petite enfance, on va dire responsable en milieu familial, on va dire plein d'affaires. Ce balado s'adresse à vous toutes et vous tous, pour vous aussi, messieurs les éducateurs. Commençons. Je suis avec Maya Paradis, responsable en service de garde éducatif en milieu familial. Bonjour. Allô? Je suis aussi avec Nancy Ross, responsable aussi en service de garde éducatif en milieu familial. Bonjour. Bonjour. Et finalement, je suis avec Caroline Tremblay, formatrice et enseignante dans le domaine dans un cégep de Québec. Bonjour. Salut. Écoutez, aujourd'hui, on parle des saines habitudes de vie. Alors, j'y vais de ce pas. C'est quoi le jeu actif et comment on le stimule? Quelqu'un veut se lancer. Le jeu actif, dans le fond, c'est le jeu qui permet à l'enfant de bouger. Un jeu assis à table avec son casse-tête, c'est quand même qualifié de sédentaire. Il y a différents types d'activités, moyens et élevés. Mais c'est le jeu qui va permettre à l'enfant de bouger avec tout son corps. Exemple, il va se promener avec son casse-tête, il va le faire par terre, il peut le faire debout. Ça va quand même permettre plus de bouger que de rester assis aussi. Là. C'est vraiment de mettre l'enfant en action. Mais faire un casse-tête, c'est quoi la différence entre le faire à une table ou le faire assis? Je veux dire, assis par terre, il peut se promener. Les morceaux peuvent être plus loin. Les morceaux, ils peuvent être 4 à faire un casse-tête géant. Il peut être debout. Fait que là, il va se pencher, il va se promener plus que s'il reste assis. T'sais, dans toutes les activités, il y a moyen de rendre ça plus actif. Autant, c'est sûr qu'on préfère le jeu où l'enfant va courir dehors puis il va dépenser son énergie puis qu'il va vraiment. Mais je veux dire, dans toutes les sphères, tous les types de jeux, il y a moyen de rendre la sphère active plus présente. OK, mais mettons, prendre une marche, c'est-tu un jeu actif? Oui, ça ne serait pas un niveau d'activité élevé, exemple, comparativement à jouer à la course dehors ou grimper dans un module, mais c'est un jeu actif. L'enfant bouge. OK, donc le jeu sédentaire, c'est ce que tu disais, c'est on est assis à table, on dessine, on fait un casse-tête, puis mais est-ce que c'est bon? C'est bon, je peux pas croire que c'est pas bon. C'est pas grave, mais on va favoriser le mouvement le plus possible chez les enfants pour qu'il y ait une activité agréable et que tout son corps soit en mouvement. Dans une journée, tu peux pas avoir que de jeu sédentaire. L'enfant a besoin de bouger, l'enfant a besoin de se dépenser, il a besoin d'expérimenter. Le jeu actif, là, comme Maya nous disait, c'est de faire en sorte que l'enfant est en mouvement avec tout son corps, mais qu'il y a du plaisir. Tantôt, tu disais, prendre une marche, est-ce que c'est un jeu actif? Maya nous a dit, c'est modéré. Mais si l'enfant n'a pas de plaisir à prendre une marche, parce que moi, ce matin, j'ai décidé que je faisais le tour du quartier en marchant à la queue leu-leu, c'est pas le même jeu actif que si il court, il se dépense, il rit, il a du plaisir avec ses amis. J'ai parlé avec une intervenante qui voudrait faire davantage de jeux plus actifs, mais elle sait pas vraiment comment faire. Quelqu'un a une réponse? Quelqu'un veut l'aider? Apporter les poupées dehors. Un enfant qui a beaucoup de plaisir avec des poupées, par exemple, à l'intérieur, les apporter dehors pour donner la possibilité à l'enfant d'explorer le jeu de façon différente en ayant un environnement plus grand. Les promenades en poussette. Les promenades en poussette dehors, ça fait bouger l'enfant. Donc, il y a un intérêt pour la poupée, mais ça vient avec lui là où il va pouvoir se mouvoir, là, faire tout bouger son corps au complet. Dans mon milieu de garde, comme tu disais, j'ai des enfants, souvent, là, ils sont sédentaires parce qu'ils aiment faire des bricolages, ils aiment faire des dessins, ils aiment faire des casse-têtes. Donc, on met des feuilles au mur, c'est extraordinaire. Avoir des grandes, grandes feuilles par terre pour permettre à l'enfant de bouger son corps. Ça aussi, ça fait en sorte que là, l'enfant, il aime ça, mais il bouge. Aller dehors avec des craies,
des craies de trottoir, là, aller dessiner dans l'entrée. Donner des grandes boîtes, donner des crayons. Comme on parle beaucoup de dessins au mur, mais ça peut être les supports qui sont complètement différents. Utiliser des chevalets, utiliser des maisons, des cartons, ce que les enfants peuvent coller, ils vont bouger tout leur corps. On va penser aux poupons qui sont toujours consignés dans les poussettes, mais les poupons, quand on sort à l'extérieur, c'est un grand terrain de jeu. Moi, je regarde les poupons que j'ai à la maison, j'ai pas de poussettes dans ma cour, là. Les poupons vont se promener dans la pelouse, vont explorer, vont avoir des endroits où ils peuvent se hisser. Ils vont apprendre à négocier avec la nature, avec la pelouse, avec le sable. Ils vont marcher à quatre pattes. Ils vont voir le monde différemment que assis dans une poussette, et c'est la même chose dans la maison. Ils ont plein de possibilités aussi, là. Pour le poupon, à l'extérieur, c'est d'avoir du matériel qui est adapté pour lui. Oui. Des petites balles, des petites voitures qu'il va avoir envie de faire rouler. Donc ça, à ce moment-là, ça leur permet aussi d'être actifs. À l'extérieur, il y a un carré de sable, mais j'ai une table à sable aussi, où souvent, je vais voir les poupons se hisser, vont avoir la curiosité d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, vont aller jouer dans le sable avec leurs mains, sans qu'ils soient à quatre pattes, mais ils ont une autre posture, ils bougent tout leur corps. Ça devient plus intéressant pour eux. Mais si l'intervenante, elle préfère dessiner, tu sais, elle, là, ça ne tente pas là, d'aller se lancer un ballon dehors. Si l'intervenante, elle a pas le goût de bouger, si c'est un adulte qui n'a pas tendance à bouger, c'est une intervenante à la petite enfance. Elle se doit de développer tous les aspects du développement de l'enfant et le jeu actif fait partie de ce développement-là. Donc, l'intervenante qui a tendance à faire ça doit réfléchir et se demander, est-ce que j'offre aux enfants tout ce dont ils ont vraiment besoin? Je suis convaincue, ce qu'elle veut, c'est de tout offrir. Donc, à ce moment-là, il faut qu'elle se repositionne et qu'elle fasse le nécessaire pour faire en sorte que l'activité soit agréable et pour elle et pour l'enfant, tout en étant en mouvement. Mais j'ajoute aussi que pour favoriser le jeu actif, il faut offrir du matériel puis des activités qui le stimulent. Je veux dire, les enfants, ils aiment ça bouger. Des exemples, là, dans le groupe de mon garçon, ils mettent à leur disposition des vélos sans pédale, des genres de petites voiturettes, des ballons, des traîneaux, des cerceaux, bref, du matériel qui est varié selon les saisons, mais ça n'a pas besoin d'être du gros matériel non plus, tu sais, des branches, un truc à déplacer pour faire une cabane, grimper, faire un rallye, je sais-tu, chercher la roche bleue ou la fleur mauve, mettre de la musique, préférablement les Beatles, et faire de la danse, du yoga avant de dos. Les idées sont infinies. Puis je sais que quand on parle de jeux actifs, on pense facilement, c'est à l'extérieur ça se passe, c'est à l'extérieur, il y a plus d'espace. Mais à l'intérieur, c'est là que ça apparaît peut-être un peu moins simple, mais il faut le faire, il faut être imaginatif. Puis en milieu de garde, je veux dire, c'est dans votre ADN. En tout cas, moi, je remarque que Marius est pas mal moins terreur quand il a eu l'occasion de bouger. Il écoute mieux les consignes, il a un meilleur sommeil, il s'est libéré de ses tensions, forcément. Bon, on continue. Manger à la table avec les enfants, c'est sédentaire. Évidemment, on ne peut pas manger debout. Mais est-ce que c'est important de manger à table? Oh que oui. Oh que oui. Moi, l'adulte, l'intervenante qui va être en présence des enfants va devenir un très bon modèle pour les enfants en étant assise à la table avec eux. Les enfants vont faire beaucoup d'apprentissage au repas, ne serait-ce que de tenir la cuillère, la façon qu'on va porter la soupe à la bouche. On peut avoir de belles discussions avec eux à la table, puis ça met une atmosphère agréable, détendue et encore une fois, dans le plaisir. Bon, détendu. Bon, écoutez, je vais vous parler de mes expériences de papa, là. Détendu, là, écoutez, moi, je suis un peu perdu, OK? Puis là, je parle en tant que papa, je me dis qu'il doit y avoir des intervenantes, des intervenants qui sont peut-être aussi perdus que moi. Il y en a qui disent qu'il faut tout laisser la nourriture sur la table. Il y en a d'autres qui disent c'est son assiette. Il y en a d'autres, c'est si tu te lèves de table, on t'enlève ton assiette. D'autres, si tu manges pas, t'as pas de dessert. Il y en a d'autres qui sont comme non, il y a un dessert pareil. Il y a tellement de façons pour la bouffe. J'avais hâte qu'on arrive à ce moment-là. Aidez-moi. Est-ce qu'il y a une ligne à suivre pour toutes les intervenantes, intervenants, ou tout le monde fait de son mieux en croisant les doigts pour que ça se passe bien? Comment ça fonctionne? Bref, toi, ma chère Maya? Ben moi, ça dépend. J'ai des moments où on fait l'apprentissage de manger en groupe. Mettons, comme à la collation du matin, c'est des fruits.
J'offre pas nécessairement, toi, tu as une orange, toi, tu as une pomme. Je fais un beau plateau avec les fruits espacés. Chacun peut prendre son fruit. On se lave les mains avant. On apprend la consigne. Tu touches le fruit, c'est à toi que tu choisisses de pas le manger ou pas. On le remet pas pour pas partager son microbe et son hygiène. Comme ça, les enfants, ils apprennent à partager, ils apprennent à manger ensemble. Pendant le moment où chacun a son assiette, je vais offrir un dessert sain. Ça va être de la compote de pommes, un yogourt, des galettes maison. C'est pas quelque chose de néfaste. C'est pas comme si je donnais 8 bonbons après qu'il a décidé de pas manger son omelette. Ça va tout le temps être sain, ça va tout le temps combler ses besoins nutritifs, mais il n'y aura jamais d'obligation. L'enfant va reconnaître sa faim. Il se laissera pas mourir de faim. S'il en veut pas, il en veut pas. Le forcer à manger, à part une frustration, ça créera pas grand-chose. Dans le programme éducatif, ce qu'on préconise, justement, c'est ça. C'est de permettre à l'enfant d'avoir de la nourriture dans son assiette, d'une bonne variété de nourriture, qu'on s'assure aussi que c'est nutritif. C'est certain que j'irai pas donner un gâteau au chocolat, par exemple. Souvent, ce qu'on va préconiser, c'est d'avoir un fruit, d'avoir, comme tu disais, Maya, une galette maison qui va être nutritive. On veut plus avoir de notion de récompense ou de punition au repas. Si tu manges pas, tu n'auras pas de dessert. Ça, c'était quand nous, on était jeunes. Maintenant, ce qu'on préconise dans les milieux éducatifs, c'est que le dessert fait partie du repas. Il n'y a plus de notion de dessert. C'est que ça fait partie de ce que tu as à manger. Et là, je te l'offre. On peut favoriser, on peut aider l'enfant à avoir envie de goûter en lui présentant l'aliment de plusieurs façons, plusieurs fois aussi, pas juste une seule fois. Mais on va être plus ouvert. La notion de plaisir aussi au repas avec les enfants, moi, je trouve ça important. Moi, je prends le temps de manger avec eux. Je prends le temps de nommer ce que je leur présente. On prend le temps de goûter ensemble, d'explorer, de parler de la texture, de parler des goûts, de parler des couleurs, à quoi ça ressemble un brocoli. Chez moi, les enfants mangent des petits arbres. c'est vraiment rigolo. Ils ont pris plaisir quand ils voient le brocoli. Ah, regarde, ça ressemble à un arbre, c'est vert. On dirait les feuilles. Et les enfants mangent dans le plaisir. C'est de l'exploration aussi, du vocabulaire, des beaux apprentissages. Les enfants goûtent. Ils n'aiment pas ça peut-être la première fois, mais à force de leur présenter les aliments, les enfants viennent à goûter, viennent à aimer ça. Le goût, ça se développe aussi. Mais l'important, c'est que ça se passe dans le plaisir. Ouais. Ça doit être plaisant à manger. Moi, je mange avec les enfants. Je trouve que c'est important de donner l'exemple aussi. Tu donnes l'exemple que tu goûtes, tu donnes l'exemple que tu apprécies ton repas, tu donnes l'exemple de ta variété. Si tu es assis, tu regardes manger, c'est pas l'exemple que c'est important d'essayer de goûter. Ou bien si tu manges d'autres choses, ça ne leur donne pas envie d'apprécier le repas que tu leur sers. Si toi, à côté, tu manges ton macaroni pendant qu'eux, ils mangent ses pois chiches. Ça permet à l'enfant, justement, d'explorer avec toi puis de prendre l'exemple sur l'adulte qui l'accompagne. Et n'oublions pas, gang, d'offrir et de permettre à l'enfant de boire de l'eau. Ça a l'air niaiseux, mais j'ai lu que c'est un breuvage à privilégier. Puis ça donne bien au Québec, on en a de l'eau potable dans nos maisons partout. Mais là, un autre sujet que je veux qu'on se mette sous la dent, c'est comment on réagit quand un enfant refuse de goûter, de finir son assiette. On fait quoi avec ça? L'important, c'est que l'enfant tolère l'assiette devant lui pendant le moment du repas. Donc, il y a des fois, là, ça va arriver, des enfants qui voient, comme tu disais, Nancy, tantôt, du brocoli, puis ils veulent absolument rien savoir. Qu'ils tolèrent dans son assiette, qu'ils mangent ce qu'il a envie de manger, mais admettons qu'il refuse de goûter à tout ce qu'il y a dans son assiette. Une fois que le repas est terminé, j'enlève son assiette et je lui donne la suite des choses comme tous les autres enfants, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de notion de punition. Puis on veut rester dans le plaisir avec l'enfant. Moi, je fais même, ça fait rire un peu, c'est des petits trucs, mais on va faire des bouchées sourires, on va faire des bouchées grimaces. Regarde ton petit poivron rouge, on fait une bouchée sourire. Est-ce que tu l'as trouvé dans ton assiette? Ah oui, t'en as un là. Ah, regarde, moi je le mange. Et là, je fais un grand sourire bien exagéré. Et les enfants vont imiter, vont trouver ça drôle, vont goûter. Le plaisir, il est là. Ils sont encouragés à manger. S'ils ne veulent pas manger, s'ils ne veulent pas le faire, c'est correct. Moi, je ne vais pas forcer un enfant. C'est l'enfant qui décide de ce qu'il va manger à son rythme, à lui. C'est sûr, comme tu dis, si ça fait 1 heure qu'on est à la table, moi, je prends le temps de manger. Je trouve que c'est un moment qui est convivial, important dans ma journée. Avec ma réalité d'intervenante à la petite enfance, il faut s'entendre, il y a des plus petits, ils sont fatigués et tout ça.
Un enfant, je vais lui laisser le temps et je vais lui dire, bon, ben regarde, les amis ont terminé, il reste un ami à manger. Est-ce que tu as encore faim? Est-ce que tu veux encore manger? Mais on le voit quand un enfant prend une bouchée et là, il te regarde, ça fait 5 minutes qu'il n'a pas touché à son assiette. Mais je vais lui dire, OK, quand le dernier va avoir terminé, est-ce que tu es prêt à sortir de table? Est-ce que tu sens que tu n'as plus faim dans ton ventre? Ou je vais avertir. L'avertir que la fin du repas est prête. L'autre chose qu'on a, que je viens de penser, c'est qu'en milieu éducatif, contrairement à un parent, nous, on a 2 collations plus un dîner. Fait que c'est sûr que si l'enfant mange moins au dîner, on sait qu'il va se rattraper à la collation de l'après-midi. Donc, en conclusion, si j'avais quelques éléments à retenir, ça serait quoi? Ça serait jeu actif, on mange ensemble, dans le plaisir, on mange des petits arbres pour les brocolis. Ça serait quoi sinon? Offrir plein de possibilités, plein de postures, de sortir un petit peu de ce qu'on connaît, utiliser tout ce qu'on peut utiliser pour faire bouger le corps. Des casse-têtes, ça se fait pas juste à la table. Des dessins, ça se fait pas juste à la table. On peut le sortir à l'extérieur, on peut l'explorer à plein d'endroits, de plein de façons, en dessous de la table, sur un mur. On peut dessiner dans le sable. C'est de partir d'un petit jeu et de donner plein de possibilités de bouger. Faire bouger les poupons, utiliser votre imagination, oser essayer des choses, puis vous risquez d'être surprise, vous autres aussi, par les belles découvertes que vous allez faire. Une éducatrice qui va rester assise autant dehors qu'en dedans à pas bouger n'incitera pas les enfants à bouger. C'est important de montrer aux enfants ce qu'on veut qu'ils développent, ce qu'on veut qu'ils deviennent. C'est très intéressant. Moi, je vais vous dire ce que j'ai retenu au sujet du jeu actif. Je retiens que les intervenantes doivent offrir plein d'occasions de jouer activement, de façon plaisante évidemment, de jouer dehors, hein? Même s'il pleut, même s'il fait froid, même s'il vente, qu'il faut le plus possible limiter les activités sédentaires, puis il faut faire courir les enfants, il faut les faire grimper, ramper. Il faut rendre actifs toutes sortes de jeux et d'activités, comme tu as dit, Nancy. Au sujet de la saine alimentation, il faut miser sur la présentation d'aliments nourrissants, il faut être un modèle, il faut rendre le repas agréable, c'est super important. Et il faut faire aussi quelque chose de très nouveau pour moi, c'est apprendre à l'enfant à reconnaître ses signaux de faim et de satiété et surtout apprendre, nous, à les respecter. Parce que l'adulte décide des éléments qui vont être mis à la disposition de l'enfant, mais c'est l'enfant qui choisit ce qu'il mange, puis la quantité. Puis le dessert, tu sais, moi, c'est complètement nouveau pour moi. Chez nous, c'était une récompense. Ça se méritait, son dessert. Mais non, il faut qu'on enlève ça. C'est pas une récompense ni une punition. Ce qui est offert aux enfants, c'est nutritif. C'est un complément au repas. Puis c'est pas grave si l'enfant finit pas son assiette. C'est pas grave s'il mange plus lentement que les autres. Puis une autre bonne pratique que je constate, au repas, aux collations, c'est un formidable moment pour s'asseoir puis discuter avec les enfants. C'est un moment d'apprentissage savoureux pour faire un mauvais jeu de mots. Bon, là, vous vous dites, Marc, as-tu mangé du brocoli? J'ai l'air très intelligent comme ça, mais c'est parce que j'ai sous les yeux le cadre de référence Gazelle et Potiron, élaboré par le ministère de la Famille et ses partenaires. C'est super le fun à lire, puis t'as vraiment l'air intelligent. Merci à vous trois. Bref, j'ai beaucoup appris et je suis certain que nos auditeurs, auditrices aussi. En passant, si vous êtes responsable de services de garde éducatif à la petite enfance, RSGE pour les intimes, n'oubliez pas que votre bureau coordonnateur est là pour vous aider à mieux comprendre et à mettre en application tout ça. Pas de gêne, en tout cas, moi, je les appellerai à toutes les 2 secondes. Merci, mesdames. Merci. Merci. Vous avez aimé? Écoutez les autres balados du CPE Jolicoeur, le programme éducatif concrètement. Le CPE Jolicoeur a aussi toutes sortes de vidéos. Allez voir la chaîne YouTube du CPE, c'est vraiment génial. Ce balado a été réalisé par le CPE Jolicoeur avec l'aide précieuse de Valérie Robert, directrice adjointe au bureau coordonnateur, et José Boisvert, agente pédagogique, toutes deux du CPE Jolicoeur. Hélène Potvin, réalisatrice et conceptrice. François Leclerc, co-réalisateur et monteur. Maya Paradis et Nancy Ross, intervenantes en petite enfance. Caroline Tremblay, formatrice et enseignante dans le domaine dans un cégep de Québec. Et moi-même, Marc-Augé Gosselin, heureux papa, comédien et surtout un gars pas mal moins nono maintenant.